mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Et l'attaque de Tadej Pogacar à plus de 50, 80, 100 km de l'arrivée. De nouveau Pierre Rolland, attaque de Pierre Rolland. Attaque de Marlou. Allez, Lucas, Aïe, attention, Philippe, le parapluie. C'est fini. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo podcast édition spéciale Milan-San Remo. Aujourd'hui, ça y est, Milan-San Remo a bien rendu son verdict et c'est Mathieu Van Der Poel qui a remporté pour la deuxième fois de sa carrière la Primavera. Et chez les femmes, on a eu la première Primavera moderne, de l'ère moderne en 2025, 20 ans après la dernière édition. Ça avait duré quelques années, entre 99 et 2005. Et donc, c'est Lorena Wiebes qui l'a emporté au sprint sur la Via Roma. Pour en parler, quelqu'un qui était sur place là-bas en Italie va nous en parler, Julien Després d'Actu Cyclisme Féminin. Salut Julien. Salut Guillaume, salut à tous. Bon, ton ressenti sur ce que tu as vu sur place, ce que tu as pu apercevoir? Ce que j'ai pu apercevoir, écoute, de la pluie le matin, déjà pour les hommes et pour les femmes, ça... C'était l'invité surprise de la Primavera, du monde sur les routes, et toujours autant de monde dans les deux dernières difficultés, Cipressa et Poggio, pas mal de monde. Tu étais où? Alors j'étais au départ et je suis rentré sur le parcours au pied de la Cipressa pour me réimprégner du final. Et après j'étais directement à l'arrivée pour suivre le final assez fou de cette Milan-San Remo, de cette San Remo Women, on peut dire. San Remo Donne, c'est comme le Giro Donne et le Strade Bianche Donne, les dames en fait, tout simplement. Voilà. On va en parler tout à l'heure de ce Milan-San Remo femmes, le premier, on va prendre le temps d'en parler parce que ça a été quand même assez intéressant. On avait quand même un peu prédit le scénario et finalement c'est ce qui s'est passé. En tout cas, j'avais bon au niveau du pronostic chez les femmes, contrairement aux hommes. Avant d'en parler, on va juste évoquer un petit peu les résultats. On enregistre ce mercredi en fin d'après-midi. On vient d'avoir l'arrivée du Tour de Catalogne avec la victoire de Juan Ayuso. C'est à la Molina aujourd'hui, il me semble, c'est ça, à la Molina. Sprint d'un boyau devant Primoz Roglic avec la 4e place de Lenny Martinez. Et puis à la classique Bruges de Panne chez les hommes, la victoire de Juan Sebastian Molano devant Jonathan Milan et Madis Mikkels. Très rapidement, on commence à voir en Espagne le duel qu'il y aura au Giro, ou en tout cas les favoris du Giro, avec Ayuso et Roglic. Et puis en Belgique, on a vu des chutes de partout. Ouais, effectivement, sur le Catalogne, ça s'est plutôt résumé une course de côte, un groupe d'une quarantaine unités au pied de la Molina, et ça se joue sur la Molina, avec un sprint assez solide de Ayuso face à Roglic, qui normalement est réputé plus solide. Ça laisse voir de belles choses pour le mois de mai, ça risque d'être intéressant à suivre. Et un festival de chute sur Bruges de Panne, où, dans mon opinion, pour une fois, les organisateurs ne peuvent pas faire mieux au niveau sécurité. Les coureurs sont comportés vraiment comme des abrutis. Non, comme des abrutis, je dirais. J'allais dire poliment des kamikazes. Tu peux pas tomber quand tu es déjà passé 3 fois au même endroit. Tu sais que forcément, au bout de la 4e fois, la route, elle va pas s'élargir au moment où ça passe. C'est comme ça. Il va falloir cartonner. On a sorti les cartons jaunes dans le cyclisme cette année. Il va falloir les distribuer. Et sur cette Bruges de Panne, en fin de course, ça tombe de partout. Dans les 5 derniers kilomètres, il y a 4 chutes. 4 chutes dans les 5 derniers kilomètres, dont une qui emporte... la dernière emporte Tim Merlier. Arnaud Delis était tombé quelques kilomètres avant. Desmar était tombé avant. Il y avait Olaf Koy, tu m'as dit, qui est tombé aussi. Ouais, il y avait pas mal de blessures. Gerben Thijssen aussi, qui va plutôt vite, qui est tombé... lui à 5 km de l'arrivée, donc c'était assez ça frottait très sale, je trouvais.
c'était pas forcément montré dans les écoles de vélo comment préparer un sprint. Ouais, on a eu, dans les derniers de cette édition à plus de 4 minutes, on a du Alexander Christophe, on a du Alberto Dainese, Pierre Barbier, on a Olaf Koy, Paul Penouet, qui sont là dans les derniers, hein. Arnaud Desmar, Adrien Petit, qui sont tombés, Damien Touzé avec Pita Legart aussi, et qui n'ont pas terminé la course. Fabio Jacobsen, il avait abandonné plus tôt. On a aussi Donovan Grondin qui n'a pas terminé la course, tout comme Mick Van Dijk, Alex Kirch, Tim Merlier, Victor Kampenarts, voilà un petit peu pour les noms à citer qui n'ont pas pu terminer la course, qui a donc été remportée au sprint par Juan Sebastián Molano, qui l'a emporté devant Joe Milan, une petite surprise. Une petite surprise, et alors, on peut pas proprement parler gagner ça au sprint, parce qu'il démarre à 450 mètres de l'arrivée, il y a peut-être 2-3 secondes de latence, et puis il a creusé son petit écart comme ça, hein. Ils reviennent, ils sentent juste le souffle de Milan dans les derniers centimètres de course, quoi. Ce qui est intéressant, c'est le petit Madis Mikkels, l'Estonien, qui d'année en année est en train de prendre du galon. Je crois qu'il avait été sur le podium à 21 ans. Il a 21 ans seulement, il va avoir 22 ans au mois de mai. Il était sur le podium l'année dernière des championnats d'Europe. Et sur les Flandriennes, c'est un coureur à suivre aussi. Intéressant, il fait 10e de Paris-Roubaix l'année dernière. À suivre, c'est une belle petite brute, l'Estonien Madis Mikkels. Voilà, on a parlé un peu des courses du jour, mais voilà, sur Bruges de Panne, il va falloir commencer à cartonner, et je serais pas étonné que certains qui se sont retrouvés à terre ou qui ont provoqué les chutes du jour prennent des cartons jaunes, hein. Je sais pas ce que t'en penses toi, Julien. Je pense qu'il va y avoir déjà des cartons jaunes, ça c'est une certitude, hein. Faut sévir à un moment ou à un autre, faut taper du poing sur la table, parce que là c'est vraiment les coureurs qui ont fait du grand n'importe quoi. Après, il y a aussi des coureurs qui ont été pris aujourd'hui, qui vont devoir peut-être passer Gand-Wevelgem, ou qui vont passer un mauvais Gand-Wevelgem. Ouais, et qui vont devoir un petit peu revoir, ils vont devoir revoir leur préparation pour les courses qui vont arriver. La nouvelle du jour quand même, faut qu'on en parle. C'était pas sur le vélo, c'est en dehors, mais ça va concerner ce qui va se passer sur le vélo dans les jours à venir. Tadej Pogačar à Paris-Roubaix. Ça y est, on l'a enfin, la première participation du Slovène à Roubaix, premier vainqueur sortant, j'allais dire premier champion du monde, mais non, premier vainqueur sortant du Tour de France à être à Paris-Roubaix depuis 1991, et Greg LeMond, c'est une bonne nouvelle pour toi, Julien? Ça veut dire que c'est un coureur qui connaît le cyclisme et qui a envie de gagner partout. Le Tour de France, ça il a coché, le Tour d'Italie il a coché, la Vuelta, on verra en fin de saison s'il va la cocher, et il se dit j'ai 3 monuments sur 5, pourquoi pas aller chercher les 5. Alors sachant qu'il a déjà participé à Paris-Roubaix chez les juniors, c'était pas chez les seniors. Il avait pris, je suis en train de regarder les résultats en même temps, une 13e place à Paris-Roubaix junior en 2016, et puis quand on remonte un petit peu, voilà, 13e place en 2016. Il a quand même aimé faire les classiques pavés quand il était plus jeune. On l'a vu déjà gagner un Tour des Flandres, donc Paris-Roubaix, on devrait le voir performer. Est-ce que tu penses que ce qui le motive, c'est d'avoir été battu, ça nous fera la transition aussi avec Milan-San Remo, c'est d'avoir été battu par Pogačar, par Van Der Poel à San Remo, ou de voir un Jonas Vingegaard qui a sa préparation pour le Tour de France tronqué, et il se dit bon, tu sais quoi, je peux prendre un peu de retard pour le Tour de France, étant donné que Vingegaard lui a déjà pris du retard. Alors je pense que son orgueil a été piqué, ça c'est une certitude, sur Milan-San Remo, parce que il n'a pas grand chose à se reprocher, hein. Pogačar il était au maximum de ce qu'il pouvait faire, il est juste tombé sur un Mathieu Van Der Poel plus fort. Après, oui, il peut se permettre de dire bon, je prends le risque d'un Paris-Roubaix. Pogačar, Vingegaard est pas bien. Moi, si ça marche, pourquoi pas, pourquoi je ne pourrais pas aller m'amuser aussi sur les classiques. Non, et puis c'est du panache à la Vingegaard, quoi. À la Pogačar, comme on a l'habitude. Ce qui est sûr, c'est que la défaite de samedi à Milan-San Remo a forcément piquer l'orgueil de Tadej Pogačar pour aller chatouiller sur les talons de Mathieu Van Der Poel sur les pavés, sur ses pavés. Je revenais et je regardais en même temps le résultat de Greg LeMond en 91. Il avait fait 55e Greg LeMond du Paris-Roubaix à 8 minutes du vainqueur qui s'appelait à l'époque en 91
91, il avait un maillot blanc avec des teintes vertes, il me semble, un certain Marc Madio, je crois. Oui, Deux têtes. Deux têtes. Mais ta tête ne te fait pas défaut. Victoire en solitaire en 91 de Marc Madio à Paris-Roubaix devant Jean-Claude Colotti, un autre Français et un Belge, Carlo Bomans. Voilà. Si vous connaissez un peu l'histoire du vélo, derrière, je peux vous citer un Steve Bauer, 4e, Franco Ballerini, 5e, Wilfried Peters, 6, Marc Sergent, 8, Olaf Ludwig, 9, voilà, Gilbert Duclos-Hassel, 12. Ça, c'est pour les passionnés. Laurent Jalabert, 18e, tiens, de Paris-Roubaix 91, et Laurent Fignon, 24e. Adrien Van Der Poel, 5e. Je suis en train de redescendre dans le classement, je vois quelques noms qui... Voilà, Yoann Museeuw, 16e aussi. Bon, allez, Bob, on va pas parler de Paris-Roubaix 91. Fred Moncassin, 39e. Bon, allez, retour, donc on a parlé de Tadej Pogačar à Roubaix, il fallait qu'on en parle un petit peu, c'était l'actu du jour, avec aussi le Tour de Catalogne et les classiques pavés. Mais on aura le temps d'en parler de Tadej Pogačar à Paris-Roubaix, parce que déjà on va regarder ce qui va se passer cette semaine sur l'enchaînement des 3 semi-classiques belges en préparation du Tour des Flandres de la semaine prochaine. Il y aura un podcast préparation du Tour des Flandres, ensuite un débrief Tour des Flandres et préparation Paris-Roubaix, et on fera le débrief de Paris-Roubaix dans la foulée. Julien, on y va. Milan-San Remo homme, la victoire donc de Mathieu Van Der Poel devant Pipo Ganna et Tadej Pogačar, une édition complètement dingue, l'une des plus belles de ces dernières années, peut-être même depuis 15-20 ans. D'habitude, on s'ennuie à Milan-San Remo, même des passages après la Cipressa où on s'ennuie, on attend désespérément le Poggio pour que ça se décante. Là, on a eu le feu d'artifice dans la Cipressa de Tadej Pogačar, à chaque fois revenu Mathieu Van Der Poel, Pogačar. Et c'était une des plus belles éditions de ces 10 dernières années, sans aucun doute. Toi, sur place, tu l'as vécu comment ? Est-ce que déjà, alors toi, tu y étais pour Actu Cyclisme Féminin et tu suivais plus la course féminine là-bas sur place, mais je suppose qu'à ce moment-là, quand il y a eu la bagarre qui s'est enclenchée, tu traînais un petit peu dans la zone d'arrivée aussi, tu étais au milieu des suiveurs de ce Milan-San Remo. Comment ça réagissait autour ? Il y avait de l'enthousiasme, ça c'est... Les claviers s'agitaient, les claviers d'ordinateur s'agitaient, ça cliquait pas mal sur les claviers déjà dès la Cipressa. Et le final c'était assez fou. Les spectateurs au bord de la route, dans le dernier kilomètre, on entendait les coureurs arriver, hein. Mais autant pour que ce soit pour Pogačar ou Van Der Poel ou pour celui qui a fait la descente de la mort, on peut l'appeler comme ça. Top Ganna, Filippo Ganna, qui a fait une descente tout à fait folle du Poggio. Il y a eu plus d'entrain pour le rtour de Ganna ou pour la bataille Pogačar-Van Der Poel ? Pour le retour de Ganna, quand même. Le public italien est connaisseur, mais surtout très chauvin. Il y a eu des réactions quand Pogačar attaquait 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'était, il y avait de la stupéfaction, quoi. C'était beaucoup de journalistes autour. Ils s'enthousiasmaient de voir ça, et c'était vraiment, tout le monde disait que c'était l'édition déjà de la décennie 2020. Et peut-être même, alors j'ai envie de te dire, peut-être l'édition du siècle pour l'instant, parce que si on se remémore, on avait eu quoi ? On avait eu un sprint assez serré avec, alors c'était qui ? C'était Kwiatkowski, Sagan, Alaphilippe, non ? En 2020, ouais. Alors non, 2020, c'est la victoire de Van Aert. Alaphilippe l'emporte en 2019. Est-ce que c'est pour la victoire de Kwiatkowski en 2017 que il y a le sprint hyper serré, parce que 2018 c'est la victoire en solitaire en tout cas de Nibali, mais qui se fait reprendre dans le final. Des gens se référaient justement c'était peut-être le plus beau depuis Nibali. Ouais, alors, parce qu'ils ont aussi l'italien et la légende qu'est Nibali qui vient remporter Milan-San Remo aussi. Et lui aussi, il aurait peut-être pu gagner les 5 monuments s'il avait été plus intéressé par les Flandriennes. Mais ouais, c'était... beaucoup rapprocher ces 2 éditions-là. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Pogačar sur les 5 monuments. Il va aller à Paris-Roubaix. Les plus sceptiques disent ça y est, on est dans l'âge noir, pas l'âge d'or, mais l'âge noir du cyclisme, où ça y est, maintenant on a le vainqueur du Tour de France qui va aller titiller les spécialistes des pavés. Mais à l'époque, Vincenzo Nibali, on se rappelle de ce qu'il faisait sur le Tour de France lorsqu'il passait sur les pavés. Il était très 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 agile, et un Nibali aurait très bien pu aller concurrencer
Je sais pas, quand on va parler peut-être d'un Nuyens à l'époque, quand il remporte le Tour des Flandres, il aurait pu concurrencer un Nuyens, peut-être un Terpstra de l'époque. Il était peut-être, parce que je veux pas parler volontairement de Boonen et Cancellara qui étaient quand même deux extraterrestres sur les pavés, mais il était quand même du niveau un peu en dessous de Boonen et Cancellara pour aller viser les classiques. Quand on repense à ce qu'il avait fait sur l'étape du Tour, l'étape dantesque d'anthologie du Tour 2014, sous la pluie, conditions cataclysmiques. Ouais, quand Froome abandonne, avant même les pavés d'ailleurs. Il était vachement à l'aise sur des pavés boueux et humides et sous la pluie. Donc, ouais, il pourrait peut-être avoir ces regrets-là d'avoir raté ce genre de course-là, quoi. Nibali qui a remporté San Remo, le Tour de Lombardie, il a remporté. Il me semble qu'il a gagné le Lombardie, il a gagné Liège. Et il l'a remporté, alors attends, on va aller regarder, Vincenzo Nibali, Lombardie 2015-2017 exactement, et il n'a pas remporté Liège-Bastogne-Liège. Je me posais la question, il y a eu Wout Poels, Bob Jungels qui l'ont remporté à l'époque, Alejandro Valverde aussi, mais j'ai pas de souvenir sur un Liège-Bastogne-Liège de Vincenzo Nibali. On va quand même revenir à Tadej Pogačar et Mathieu Van Der Poel. Tu nous parlais un peu de ce que tu as vécu sur place. Maintenant, sur le duel en lui-même, ça a été complètement dingue et ça a démarré finalement comme on s'y attendait dès la Cipressa. Avec un super boulot des UAE dès le pied de la Cipressa. Hein. Ah bah alors, tu vois, je suis pas forcément d'accord avec toi. Je pense pas que ça soit un super boulot. C'est un super boulot de Del Toro d'avoir replacé un petit peu, Pogačar, de Narvaez d'avoir Wellens et Narvaez d'avoir durci le rythme. On a battu le record d'ascension de la Cipressa, on l'a explosé. Mais tu vois, moi, quand je vois que Pogačar ne l'emporte pas, pour moi, les UAE n'ont pas été assez présents. Il manquait peut-être encore un. Il en manquait peut-être un ou deux. Pour ouais, un minimum pour l'aider au moins entre le bas de la Cipressa et le pied du Poggio. Ouais, parce que quand tu vois... Qu'il puisse aller se cacher un peu dans les roues. Oui, ou qu'il y ait un train tout simplement UAE comme en montagne. Parce que finalement, comme l'année dernière, du moment où tu as eu ce rétrécissement au pied de la Cipressa qui a d'ailleurs provoqué quelques chutes, au moment où on a revu les images de l'avant du peloton, t'avais pas un seul UAE. Alors qu'ils étaient là dans les 5 km d'avant. Peut-être dans l'oreillette, on a dit c'est bon les gars. Ils se sont fait déborder dans les derniers hectomètres avant la Cipressa. Ouais, il leur manquait peut-être un Polite ou quelqu'un qui puisse vraiment bien emmener. Mettre encore un petit coup de gaz en plus, un Morgado. Ou... Bon, on peut pas refaire la course. Ouais, non, mais sur ce coup-là, moi, en fait, c'est là où... Van Der Poel a été plus fort. Et Van Der Poel a annihilé toutes les attaques et a suivi toutes les attaques de Pogačar. Il n'a pas été décollé de la roue, il l'a maîtrisé pour ensuite maîtriser le sprint final. Et ça, franchement, on va en parler de Mathieu Van Der Poel qui égalise finalement Tadej Pogačar dans le bilan des monuments gagnés. Mais pour qu'il y ait un gagnant, il faut qu'il y ait des perdants. Et les perdants ont forcément... Alors parfois, ça joue à la pédale plus fort. Sur ce coup-là, ça a été le cas. Mais il y a la tactique. Et la tactique chez AE est très importante parce que si Pogačar veut remporter un jour dans sa carrière Milan-San Remo, va falloir qu'il soit parfait tactiquement parce que Van Der Poel sera, quoi qu'il arrive là, pour tenter de l'en empêcher. On l'a vu l'année dernière, ça a profité à Philipsen. Et là, cette année, c'est Van Der Poel qui la met au fond. Mais Pogačar, première erreur, pour moi, isolé trop tôt dans la Cipressa, il est lancé trop tôt dans la Cipressa. Première erreur. Parce que le trou est fait largement derrière, il y a 1 minute au sommet de la Cipressa. Dans la transition de Cipressa-Poggio, ils perdent pas forcément de temps parce que le temps que les groupes se reforment derrière et que ça forme un réel peloton d'une vingtaine de coureurs au pied du Poggio, dans l'ascension du Poggio, tu vas pas perdre de temps. Mais il est lâché trop tôt. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que je crois que quand Pogačar attaque, il y a 2,5 km encore de montée. C'est beaucoup quand même. Alors, est-ce qu'ils auraient dû ne pas sacrifier Wellens pour l'emmener aussi? Est-ce que Wellens, il n'aurait pas eu intérêt aussi à partir avec Pogačar et Van Der Poel aussi? Ou alors est-ce qu'il fallait attendre 30 secondes de plus, que certains des coéquipiers remontent pour faire un réel train avec Narvaez, Del Toro et Wellens? Pour le coup, moi, je trouvais que c'était très décousu dans l'ascension de la Cipressa et peut-être qu'ils se sont... peut-être que Pogačar s'est vu trop beau, ça.
D'ailleurs, j'ai vu un avis de quelqu'un après le San Remo de samedi et qui était assez intéressant en disant que finalement il avait gagné en arrivant, il avait déjà gagné Estrade Bianche et qu'il est arrivé en se voyant peut-être trop beau, peut-être déjà gagnant, il n'y avait pas assez la dalle. Et au-delà de se voir trop beau, finalement ne pas profiter plus du travail d'équipe. Et d'ailleurs, je crois que c'est est-ce que c'est Machine Fernandez qui parlait ou un autre dirigeant des UAE qui disait que le plan n'était pas qu'il attaque aussitôt, n'était pas qu'il soit isolé aussitôt, je crois. Il me semble, c'était Machine à l'arrivée, non? C'était Qui disait ça peut-être Machine, il me semble. Est-ce que, soit comme tu dis, il s'est vu gagnant trop tôt, ou il y avait peut-être ce petit, tu sais, ce qu'on appelle la peur de gagner, tu sais, et d'avoir paniqué, peut-être un quart de seconde et il a lancé trop tôt. On ne sait pas. Et il me semble que c'est Mauro Gianetti. Je crois que c'est Gianetti qui en a parlé. C'est leur coupe de cheveux, je les mélange. Oui, exactement. Il y a trop de chauves au mètre carré. Non, est-ce que aussi, on se rend compte que quand Pogacar la met au fond, c'est bien. Mais quand il perd, est-ce qu'il manque pas un peu de sens tactique, Tadej Pogacar? Il est tellement fort, je pense qu'il oublie le côté tactique. Et que s'il avait ce petit bonus tactique qu'on voit dans Cycling Manager, s'il avait ce petit bonus en plus, il pouvait peut-être décrocher Mathieu au moins dans le Poggio, quoi. Parce que même dans le Poggio, tu vois qu'il sait que c'est la dernière possibilité pour lui de lâcher Mathieu et à un moment il est un petit peu compliqué, quoi. Et puis attaquer par l'avant, c'est pas forcément facile pour aller lâcher son adversaire. Ou soit tu mets un rythme et t'accentues ton rythme et l'autre pète à la naturelle, soit tu sors de derrière, quoi. Ouais. Après, il s'est peut-être dit sur la filière longue, en attaquant plusieurs fois et en ayant des efforts plus poussés, je vais réussir à décrocher Mathieu Van Der Poel. On sait que c'est quand même le roi du fractionné et que pour le coup, les efforts d'une heure à haute intensité, il le fait en cyclocross. C'est un peu ce qui s'est passé finalement sur ce Milan-San Remo. Donc, il va falloir chercher autre chose pour Tadej Pogacar afin de battre un Mathieu Van Der Poel. Becky, on va passer au sprint final parce que autre erreur tactique de Pogacar, c'est d'avoir laissé 15 mètres à Van Der Poel pour lancer le sprint. Il s'est même plutôt mis dans la roue de Pipo Ganna. Il était incapable de remonter tellement il avait pris de retard, mais Mathieu Van Der Poel a tout fait bien. Mathieu Van Der Poel s'est contenté, c'est facile à dire, mais a été le seul à réellement suivre tout le temps la roue de Tadej Pogacar, la relayer dans la transition Cipressa-Poggio, le suivre encore dans le Poggio, à le maîtriser dans la descente. C'était pas dans la descente que Pogacar allait lâcher Van Der Poel, même si je crois que Pogacar avait fait la descente avec Bonifacio dans la semaine. Derrière, il a aussi géré le retour de Pipo Ganna, Van Der Poel, pour lancer un sprint de mammouth de 250 mètres, si je me trompe pas, pour aller l'emporter. Van Der Poel a montré que chez les Classic Man, il y a Pogacar et Van Der Poel, mais que Van Der Poel est quand même peut-être aujourd'hui, le meilleur classic man, dans le sens où quand c'est des classiques un peu pour tout le monde et non pas montagneuses comme d'un Tour de Lombardie par exemple, c'est Van Der Poel qui est plutôt devant un Tadej Pogacar. Là-dessus, je peux pas te contredire. C'est vrai que c'était pas la classique pure spécialiste de montée. C'est vrai que c'est des courses vraiment des montées de punch. Je les ai refait en voiture et c'est vrai que c'est pas un effort long où tu peux lisser comme à Lombardie. C'est vraiment du punch, quoi. Du punch. On en reparlera tout à l'heure, mais ce qui a manqué un peu à Romain Grégoire, par exemple. Ouais, Romain Grégoire qui avait tenté de suivre la roue, qui a été l'un des seuls à le faire, qui a ensuite explosé. Bon, voilà, on va pas lui en vouloir d'avoir explosé, mais il a tenté en tout cas. On en parlera tout à l'heure. Mathieu Van Der Poel qui remporte ce sprint, il lance de très loin quand même là aussi, dans la maîtrise de Mathieu Van Der Poel. Il a attendu le bon moment, sprint pas dire arrêté, mais pratiquement arrêté, où il fait parler son explosivité. Il a tout fait pour finalement se mettre dans les meilleures conditions pour l'emporter, même en gérant le retour de Pipo Ganna. Mais il a tout bien fait, il était plus tout jeune, Mathieu, mais il a déjà l'expérience des vieux briscards sur ce genre de sprint à 2, à 3 ou à 2 avec quelqu'un qui revient derrière. 7 partout entre Van Der Poel et Pogacar, ça va s'arrêter où pour toi? Est-ce que dans le nombre de monuments gagnés, je préfère préciser pour tout le monde.
Est-ce que dans 3 semaines, on sera toujours à égalité ou il y en a un qui aura remis 2 pions d'avance? On va voir. Ce serait bien que ça finisse à égalité, qu'il y en ait un des deux qui gagne l'un des deux suivants monuments. Mais je pense que Pogacar aura plus de facilité sur un Liège et sur un Lombardie pour recreuser l'écart. C'est vrai que quand on y pense, Tadej Pogacar est plus proche de remporter les 5 monuments que Mathieu Van Der Poel, forcément avec le Tour de Lombardie, qui est beaucoup plus, ou qui est plutôt beaucoup moins dans les cordes de Mathieu Van Der Poel qu'un Paris-Roubaix n'est dans les cordes de Tadej Pogacar, par exemple, et on va voir ça dans quelques jours. Tu penses que Pogacar il va remporter Milan-San Remo un jour? J'en parlais tout à l'heure, je ne sais plus avec qui, avec mon père d'ailleurs, peu importe. Moi j'ai bien peur qu'il finisse un peu la Philippe Gilbert, Tadej Pogacar, et qu'il finisse à échouer à un du Grand Chelem, quoi, des 5 monuments. C'est possible, hein. C'est pas forcément déconnant parce que tu parlais de Philippe Gilbert, on en a vu plus d'un se casser les dents dessus. Même si en termes d'âge, Pogacar est encore très jeune, mais le punch il l'aura pas tout le temps. Avec l'âge, son punch va disparaître progressivement. Bon, il va avoir 27 ans en septembre, l'année prochaine il aura 27 ans à l'âge au moment d'aborder Milan-San Remo de 2026. Ça va être son objectif de début de saison en permanence, de toute façon, maintenant. Ah, ça va être une lubie. Je pense que ça va être une obsession pour lui maintenant d'aller gagner Milan-San Remo. Puis c'est ses routes d'entraînement, il va forcément y repenser quand il ira s'entraîner par là-bas. Il va y penser, c'est certain. Il va repenser tout le temps à ce final de cette année. Et espérons que ça lui pollue pas l'esprit de dire bon, faut que je gagne. Après, tu parlais tout à l'heure, à l'instant, tu disais, est-ce que dans 2 semaines on sera encore à 7 partout? Est-ce que ça va évoluer? Oui, on va pas prendre trop de risques en disant que le score va évoluer. Est-ce qu'ils seront toujours à égalité? Peut-être que oui aussi. Peut-être qu'ils seront à 8 partout. Après Paris-Roubaix, il y aura Liège-Bastogne-Liège qui va arriver dans la foulée. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui Van Der Poel, parce qu'on a longtemps parlé des 4 fantastiques. Tu te souviens, on a longtemps parlé ou peut-être des 6 fantastiques, allez, avec Pogacar, avec Vingegaard, avec Evenepoel, avec Van Der Poel, avec Van Aert et Evenepoel, si je me trompe pas, on a longtemps, et on avait aussi Primoz Roglic, bon, on avait quelques fantastiques. Est-ce qu'aujourd'hui c'est Pogacar, on n'a plus que Pogacar et Van Der Poel dans cette catégorie de fantastiques? Pour cette saison, je serais tenté de te dire oui. Depuis un an. Van Aert, depuis la chute de Van Aert sur Dwars-Vlaanderen l'année dernière, a priori, il a peur il recommencerait à avoir peur de frotter, d'après ce qui se dit. Evenepoel, cette année, je pense que ça risque d'être compromis pour, ne serait-ce que pour les Flandriennes et pour peut-être Liège. On n'a pas encore d'avis sur son état. Il devrait reprendre sur le Pays Basque. À voir Evenepoel. Vingegaard, il est out. Et Pidcock. Pidcock a été piégé. Alors ça, on le voit pas aux images. On ne sait pas comment il arrive à être piégé dans le deuxième groupe entre Cipressa et l'arrivée, quoi. Bon, il n'a pas suivi le rythme dans la montée aussi. Il est peut-être mal placé au pied de la Cipressa. C'était tellement le bordel de toute façon dans la Cipressa que c'était pas forcément étonnant que Pidcock soit pas dans la roue. Mais après, au sommet du Poggio, il est dans les premiers. Par contre, dans les premiers du deuxième groupe pour aborder la descente dans la foulée. Tom Pidcock qui termine, j'essaie de regarder le classement de Milan-San Remo de Tom Pidcock, 40e à 43 secondes dans le groupe pour la 4e place. Dernier du groupe, dernier du groupe qui s'est joué la 4e place, tout simplement. Tom Pidcock pour la Q36.5. On a évoqué les deux finalement, Van Der Poel et Pogacar, qui nous ont fait le spectacle. Il y en a quand même un entre les deux sur le podium qui s'appelle Filippo Ganna, mais qui nous a fait un Milan-San Remo exceptionnel. On avait vu les prémices de ça déjà à Tirreno. Alors là, ce qu'il a fait, il s'est mis en effort curseur, il a regardé les deux là, quand il était décroché, il avait les deux en point de mire. Hop, comme un poursuiteur, c'était parti. C'était assez impressionnant quand même son effort. Il a vraiment, autant les deux sont montés par à coup, hein. Un coup j'attaque, un coup je rentre, un coup je rattaque, un coup je rentre.
Lui, quand il a commencé à péter la première fois, il s'est mis en effort, lissage d'effort. Et après, il fait une descente de folie pour aller les rechercher dans les rues de San Remo. Parce qu'on parlait de Van Der Poel capable de faire un effort d'une heure à haute intensité, et puis Pogana aussi, il est capable de faire cet effort d'une heure, lui le spécialiste de la piste et du contre-la-montre. Il arrive, il est en train de taper à la porte de la catégorie des fantastiques lui aussi. On sent que voilà ce qu'il fait aujourd'hui à Milan-San Remo. Il va être un concurrent à Paris-Roubaix aussi. C'est un coureur qui de plus en plus complet. De plus en plus complet, il grimpe, il commence à rouler. Et puis bon, il a annoncé clairement que son objectif cette année, c'était aussi de gagner Paris-Roubaix. Les pavés, ça ne lui fait pas peur. Il a déjà fait chez les jeunes. Il a gagné il me semble, 2 de suite en U23, ce qui est pas négligeable. Puis bon, sur les secteurs pavés, c'est de l'effort à haute intensité pendant, on va dire entre 3 et 5 minutes, mais en effort soutenu, quoi. C'est pas des attaques, quoi. C'est pas du punch. Pour Pipo Ganna, je suis en train de regarder ses résultats. Paris-Roubaix 2016 qu'il remporte devant Jente Biermans notamment, et puis voilà pour Pipo Ganna donc en 2016, et les éditions d'après il y a eu Nils Seekhoff, Stan de Wulf, Tom Pidcock qui remporte en 2019 Paris-Roubaix Espoir pour Pipo Ganna, peut-être qu'il remporte Roubaix Junior et dans la foulée Espoir, il me semble que c'est ça pour non, ça c'est Pidcock qui fait ça. C'est Pidcock qui fait ça, c'est pas Pipo Ganna. Bon, tu vois, non. On est quand même Pidcock, là sur du très bon. Pidcock, son rêve serait de faire le triplé, quoi. Ça serait exceptionnel quand même, quand il pense. D'aller remporter dans toutes les catégories. Ce serait à l'image du personnage capable de gagner partout, quoi. Ouais. Et qui est peut-être en passe de retrouver un niveau qu'on lui prédestinait, Tom Pidcock. On va voir ça pour la suite de la saison. Je voudrais quand même qu'on parle un petit peu des tops et des flops. Bon, on a parlé de Pipo Ganna qui est quand même le principal top en dehors de Van Der Poel et de Pogačar forcément. C'est le principal top de la journée, le seul finalement à avoir suivi jusqu'au bout les deux fantastiques, hein, comme on en a parlé. On peut quand même parler de Romain Grégoire qui a pris date, qui termine 30e au final dans la roue de Quentin Paché, 29e et meilleur français de l'édition. Mais Romain Grégoire a pris date, il a réussi à suivre après l'ascension frénétique de la Cipressa, il a réussi à suivre pendant quelques centaines de mètres l'attaque de Pogačar dans la roue de Van Der Poel et dans la roue de Filippo Ganna. Il a tenté, après, comme il dit dans l'interview, hein, quand on essaie de se mettre trop près du soleil, on brûle. J'ai trouvé la formule très belle, un peu en rappelant le mythe d'Icare. Il prend date. J'avais l'impression qu'il plafonnait un peu la saison dernière. Mais là, il se remobilise. Et puis bon, il fallait avoir le cran, pour rester poli, d'aller essayer de suivre les deux devant, quoi. Mais c'est intéressant pour toi, pour la suite de sa carrière, de quand même tenter, de finalement aller repousser ses limites pour voir jusqu'où on peut aller. Ah, mais c'est super intéressant. Il montre qu'il peut dans les années à venir, en apprenant la course, parce que c'est une course, on peut pas le nier, c'est une course où t'apprends, que c'est Milan-San Remo. À part les deux génies, Van Der Poel et Pogačar. C'est une course d'expérience. Tu dois avoir l'expérience pour pouvoir remporter ce genre de course. Et derrière, on a Grégoire qui fait 30e. On rappelle le top 10 quand même, parce qu'à la 4e place, donc règle le sprint du groupe de poursuivants. Michael Matthews, encore une fois placé 4e devant Caden Groves, qui a réussi à passer en très bonne position parmi les premiers du groupe de poursuivants, le Poggio. Magnus Cort 6, Mats Pedersen 7, Olaf Koy 8, Matteo Trentin 9, Fred Wright 10. En principal flop, en tout cas déception, Mats Pedersen qu'on attendait très haut. On attendait Mats Pedersen. Moi, il y a un top, est-ce qu'on peut appeler top? Oui, je pense, dont tout le monde parle peu dans la victoire de Mathieu Van Der Poel. C'est Sylvain Dillier, qui contrôle le peloton un peu à la Team de Klerk il y a quelques années, qui fait 100 bornes devant avant les capis, quoi. Et qui a fait finalement, alors on va pas dire le contrôle du peloton avant la prise de... Comment on appelait, c'est quoi l'expression pour ceux qui tirent des bouts droits en tête de peloton avant que la télé ne prenne l'antenne. Il y avait une expression pour ça. Bon, aujourd'hui les courses sont diffusées en intégralité, mais il fait le sale boulot, il a fait le boulot de l'ombre.
Et il a fait le boulot de l'ombre et très bien parce que il réduit pas mal l'écart avec l'échappée matinale quoi, avant cette zone de Mont. Avec Weistrofer qui s'est fait encore une belle sortie avec ses copains italiens. Il va parler italien, tu penses qu'il va prendre un petit lopin de terre là-bas? Il prend des cours déjà avec Mozzato, il paraît. Donc, on l'a vu faire des gestes de partout. Petit Weistrofer là. Et pour revenir au flop, Pedersen, qui avait été étincelant sur la semaine d'avant sur Paris-Nice et qui a été totalement transparent là sur Milan-San Remo. Il avait quand même annoncé vouloir jouer la victoire. Après, voilà, pour son lourd gabarit, on a vu que Ganna est passé. On a vu que Mats Pedersen a explosé dans la Cipressa. Il termine 7ème au final. Il n'a pas pu suivre le rythme frénétique qui a été mis en place. Et pourtant, son équipe était derrière Sylvain Dillier quand lui contrôlait la course. C'est l'énigme. Alors, est-ce qu'il a eu un coup de moins bien au moment de la Cipressa? Est-ce que problème technique? Est-ce que ça, on ne sait pas on ne sait pas ce qui lui est arrivé à ce Mats Pedersen parce qu'il était vraiment exceptionnel sur Paris-Nice. C'est ton principal, pas flop, mais ta principale déception de ce samedi? Chez les hommes, oui. Philipsen, j'espère Philipsen qui a lâché très tôt dans la Cipressa aussi. Quand il a vu que Mathieu allait se débrouiller tout seul, oui, ça suffisait finalement. Il a dit c'est bon. Le boss est parti. 163e à 16 minutes 48. Voilà pour Philipsen. Oui, classement final. Bon, on a parlé des principales déceptions quand même sur cette journée. On a parlé un peu de Ganna incroyable pour les tops avec Romain Grégoire. On a parlé de Mats Pedersen et de Mats Pedersen et de Jasper Philipsen. Oui, Jasper Philipsen, c'est bien ça. Olaf Koy quand même. Olaf Koy qui va prendre la 8e place. Lui, il est un peu entre les deux, mais plutôt dans les tops que les flops, parce que finalement Olaf Koy, on l'attendait pas pareil fait dans la roue de Pedersen au sprint, dans le sprint final, et puis au sommet du Poggio, pareil dans les premières places pour aborder la descente du Poggio dans le groupe de poursuivants. Un peu à l'instar d'Agrégoire, il est là, il apprend, il a 23 ans, faut pas oublier. Je pense que dans les années à venir, il faudra le surligner sur les start list dans les potentiels favoris. Et Julien Philippe, lui, on regarde les Français à la Philippe, qui fait 42e. Bon, il a terminé quelques secondes derrière le groupe des poursuivants et travaillé dans le final pour Matteo Trentin, qui a pris la 9e place. On va parler quand même de ce premier Milan-San Remo femmes. Milano-San Remo donné avec un scénario un peu plus classique, celui qu'on a eu l'habitude de voir un peu dans les années précédentes, avec la victoire au sprint dans un groupe d'une quinzaine de coureuses de Lorena Wiebes, la membre de l'équipe SD Worx Pro Time, devant Marianne Vos et devant la championne de Suisse. C'est bien la championne de Suisse, Noémie Rugg? La championne de Suisse en titre, ouais. On va en reparler parce que je me souviens qu'on en a parlé après le Tour Down Under il y a quelques semaines, qu'elle l'avait remporté. Exactement. Et c'est un peu la surprise du début de saison, mais on va quand même parler déjà de la course en général. Donc tu étais sur place. Là aussi, quel sentiment tu as ressenti parmi ces femmes qui ont couru pour la première fois ce Milan-San Remo de l'ère moderne chez les femmes? Alors le sentiment général peut se résumer en un mot. Enfin. Je m'explique, elles étaient toutes super heureuses de participer à la renaissance d'un Milan-San Remo femmes, parce que ça manquait un palmarès, c'est une course de prestige chez les hommes, et elles se sont dit, et pourquoi pas nous? Toutes étaient super heureuses d'être au départ de ce renouveau, de ce San Remo donné, premier du nom de la nouvelle version, quoi. Alors je vais refaire un petit peu d'histoire du cyclisme chez les femmes. Il y a eu une première édition de la Primavera. C'était quoi? C'était une Primavera Rosa, je crois. Ils l'appelaient à l'époque. Primavera Rosa, qui ne se courait pas le même jour que les hommes. Ça a été entre 99 et 2005. Je vais vous donner un peu les noms des vainqueurs de l'époque. Sara Feloni, l'italienne, en 99, la lituanienne Diana Ziliute en 2000, la suédoise Suzanne Ljungskog en 2001, la néerlandaise Myriam Melkers en 2002, une russe, double vainqueur 2003-2004, Zulfia Zabirova, et l'allemande Trichy Vorak, qui est la dernière vainqueur donc
de ce Milan-San Remo. Alors c'était à Primavera Rosa. Et 20 ans après, Lorena Wiebes qui lui succède. C'était bien de donner quelques noms quand même pour parler un peu de l'histoire et de ce qui a pu se passer dans le passé dans ce Milan-San Remo. Scénario plus classique, on a tenté d'avoir certaines attaques dans la Cipressa et dans le Poggio. On a vu notamment les FDJ Suez se mettre à l'avant avec Juliette Labousse qui a tenté, Demi Vollering qui était là un peu pour poursuivre, mais finalement il n'y a pas eu d'attaque assez franche pour faire la différence. Schématiquement, comme chez les hommes, il y a eu une petite échappée matinale, reprise après les capis, une super montée de la Cipressa par les FDJ et par les Lidl Trek. FDJ qui voulait faire une grosse cassure pour réduire le groupe, et emmener dans le bon groupe Demi Vollering et Juliette Labou. Les Lidl Trek qui étaient là pour travailler pour leur leader, Elisa Balsamo qui était en pleine forme. Elisa Balsamo, alors petit clin d'œil à l'histoire, qui était dirigée sportivement par Ina Yoko Tettenberg, qui était deuxième de la deuxième édition En 2000 de Milan-San Remo, de la Primavera Rosa. L'allemande Ina Yoko Tettenberg, qui est, alors, parce que j'ai regardé sa fiche Wikipédia tout à l'heure avant qu'on enregistre, pour tout te dire, je suis tombé dessus et il me semble qu'elle est sélectionneuse de l'équipe des États-Unis. Non, j'ai cru voir aussi. Non, non du tout, elle l'est plus. Elle l'a été. Mais c'est la tante de Léa Lynn Teutenberg de chez Lotto et la tante également de Tim Thorne Teutenberg de chez Lidl Trek. Et donc, petit groupe au pied du Poggio, montée assez rapide, avec une attaque de Juliette Labou, Demi Vollering qui selon moi, est bloqué dans la boule. Faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, que le Poggio, c'est une voiture et quart de largeur. Donc, une fois que tu es bloqué là, ça se élargit et elle bascule deuxième ou première en haut de la Cipressa. Et Puck Peters tente dans la descente, avec ses talents de cyclocrossman et de descendeuse. Et au pied du Poggio, il y a la championne d'Italie qui a fait pas mal s'agiter le public en place, qui sort et qui se reprendre dans le final, dans les 200, 300 derniers mètres. Alors on a le droit d'ailleurs, parce que toi t'étais pas devant la télé, mais nous, aux commentaires sur Eurosport, parce que c'est Lisa Longo Borghini qui est parti dans le final au pied après la descente du Poggio. C'est fini, elle va l'emporter, c'est fini, elle va l'emporter. Je crois que c'est une certaine Audrey CR qui commentait. C'est le petit clin d'œil sympathique, mais on a eu droit à un c'est fini, et finalement non. Pourquoi ? Parce qu'on a Lotte Kopecky, je l'avais prédit, qui s'est sacrifié pour Lorena Wiebes. Comme on l'avait annoncé, le duo Van Der Poel Philipsen de l'année dernière, c'était Kopecky Wiebes cette année. Et la victoire donc de Lorena Wiebes au sprint sur cette Via Roma. J'ai une interrogation, c'est de la descente de la Cipressa. C'est Pauline Ferrand-Prévot qui fait la descente et Marianne Vos c'est pas dans la roue. Ouais, un peu piégé peut-être Marianne Vos, un petit peu plus mûre, donc peut-être un petit peu moins inconsciente que celle de devant. Après, ça s'est bien regroupé au pied et elle a pu s'exprimer. Mais tu penses que si Marianne Vos est dans la roue de Pauline Ferrand-Prévot, ça s'organise peut-être plus facilement, la transition entre la Cipressa et le Poggio, que le groupe de derrière ne revient pas ? Pauline était peut-être un peu plus dans un rôle de Kopecky, justement. D'essayer de partir dans le coup s'il y a un coup qui part dans la Cipressa, dans la descente. Après, ça s'est organisé. Ils avaient encore de tête, les SD-Works, ils avaient encore une coureure, Femke Gerritz, qui a pas mal participé aussi au retour de Wiebes. Qui a la force du nombre, forcément, de la SD-Works, qui a encore parlé. Et ce final avait donc Lorena Wiebes qui confirme qu'elle est quand même qu'elle est une grandissime favorite pour les classiques qui vont arriver, même si Lotte Kopecky va être là pour aller jouer la victoire, que Lorena Wiebes va sans doute rendre l'appareil à Lotte Kopecky, mais on sait qu'elle est capable de passer des bosses, on sait qu'elle est capable d'aller très vite au sprint derrière. C'est une vraie classique woman, ce n'est plus seulement une sprinteuse. Puis pas négliger aussi qu'elle passe bien les pavés.
Et on peut avoir le même duo Kopecky-Vibus sur les Flandriennes, sur un Tour des Flandres ou sur un Paris-Roubaix. Il ne faut pas oublier qu'elle fait top 10 l'année dernière, Lorena Vibus. Elle fait 7ème. Ouais. Donc, c'est qu'elle passe plutôt bien les pavés. Puis, il y a ce collectif qui a l'air de mieux marcher à 2 qu'à 3 l'année dernière. Bon, après, tu veux dire que Demi Vollering était de trop, non? Non, on va pas dire qu'elle était de trop, mais que il y avait peut-être plus d'affinité entre la championne d'Europe et la championne du monde. Ouais, bon, voilà. C'est vrai que quand tu as le maillot de championne d'Europe et le maillot de championne du monde dans ton équipe, c'est plus facile pour gagner des courses, et la SD Works l'a très bien fait pour l'emporter. Donc sur ce Milan-San Remo femmes, on a parlé forcément du rôle de Lotto Kopecky qui s'est sacrifié dans le final pour Lorena Wiebes. On va parler des autres, des tops et des flops un peu de cette course. Bon, dans les tops, on aura forcément, pour moi, les trois filles qui sont derrière, avec Marianne Vos, Noémie Rugg et Demi Vollering. On va voir que sur la ligne d'arrivée, il n'y en avait pas forcément, c'était pas forcément ce classement-là, mais on verra un peu plus tard. Marianne Vos, deuxième. Il lui a pas manqué grand-chose. Ce qui lui a manqué, c'est peut-être aujourd'hui la pointe de vitesse qu'elle n'a pas face à une Lorena Wiebes. Puis Pauline Ferrand-Prévot va vite au sprint. Elle revient du VTT. Elle a peut-être pas encore ce petit gap qui ferait d'elle un bon poisson pilote comme les Lotto Kopecky. Parce que, bon, voilà, Pauline Ferrand-Prévot termine quatrième sur la route, mais elle est reclassée à la 12e place, à la dernière place de ce groupe de favorites qui a joué la victoire. Mais Pauline Ferrand-Prévot, encore une fois, impressionnante. Finalement, le duo Vos-Ferrand-Prévot, pas dire les mamies du vélo, mais Ferrand-Prévot qui a été encore une fois impressionnante, et on la voit, c'est 2 jours de course, et elle va faire podium. Alors, il n'y a pas 2 jours de course parce qu'elle avait fait l'UAE Tour, mais elle fait podium au Strade Bianche, elle fait 3ème. Bon, elle a fait le Binda où elle a joué avec les meilleurs aussi, et puis elle va faire 4ème sur la route de Milan-San Remo, mais 12ème au final. Très intéressant quand même. C'est un bon retour, elle revient bien. Tu vois qu'elle manque encore un petit peu de fraîcheur sur ce genre de fin de course, même si bon, tu finis quand même dans le groupe de tête. Mais bon, ce déclassement fait polémique, visiblement. Moi, je vois pas pourquoi. Je t'avoue que elle fait une faute. Pour moi, c'est clair, elle fait une faute. Elle sort de sa ligne, elle déboîte. Après, c'est plus l'habitude de sprinter sur route, ça peut jouer. Bon, elle n'empêche pas non plus Noémie Rueg de gagner. Ça, c'est une certitude. Elle n'aurait jamais pu remonter les deux pilotes de chasse de devant, Vibus et Vos. Mais bon, l'UCI a décidé de remettre de l'ordre dans les sprints. Voilà, c'est comme ça. Après, dans le sens inverse, si c'est Rueg qui fait la faute sur Ferrand-Prévot, est-ce que la polémique serait la même? Je suis pas sûr. Pas sûr non plus. Bon, après, quand on se remémore ce qui s'est passé ce mercredi, notamment à Bruges de Panne, voilà, il faut cartonner, il faut sanctionner. Ça a été fait. Pauline Ferrand-Prévot, on lui enlèvera pas quand même qu'elle était parmi les meilleures, encore une fois, sur ce Milan-San Remo. On ne peut pas lui enlever, non. Mais bon, c'est... Duralex, Sedlex, comme on dit. Je t'avoue que j'ai pas la traduction latine qui me vient tout de suite en tête, mais il faut respecter la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, la loi est dure, mais c'est la loi. J'allais te dire, il faut respecter la loi. Bon, bref, tu l'as. J'ai pas encore. J'ai fait un peu latin au collège, mais c'est un peu trop loin pour moi. Marianne Vos, 2 jours de course, 4ème au Binda, 2ème à Milan-San Remo. Est-ce qu'elle ne s'avance pas comme la principale favorite de Paris-Roubaix, au-delà du Tour des Flandres? Écoute, Marianne Vos fait partie des personnes sur qui mon stabilo va venir sur les prochaines courses où elle sera. En première? Au moins encore un podium. Après, c'est vrai que en tant que grand fan de cyclisme féminin, Marianne Vos doit gagner un Paris-Roubaix. Elle a déjà remporté un Tour des Flandres en 2013. Oui, mais elle n'a pas gagné Paris-Roubaix et il lui faut, c'est quelque chose. Tu peux pas finir une si belle carrière sans avoir juste même pas la cerise, les petites la petite queue de la cerise. T'as la cerise, il te manque la petite queue de la cerise. Même pas les pépites de chocolat sur la chantilly. Elle a encore montré une fois, alors pointe de vitesse. C'était face à une Wiebes. J'attends de voir face à une Kopecky. On sait que les deux sont très amis. Ironie. Oui, on l'a vu. On l'a encore vu aux Jeux Olympiques. Voilà. Ils se sont mutuellement aidés dans la chasse de Kirsten Faulkner. Voilà, exactement. Elles se sont entraînées dans la défaite. Voilà. C'est un bon résumé. Entre Marianne Vos et Lotto Kopecky, donc on va voir. Voilà, elle a buté sur une Wiebes, j'attends de voir face à une Kopecky. Et puis Marianne Vos, on voit qu'elle était encore à la distance, elle a la pointe de vitesse.
Elle a l'expérience. Elle a l'expérience, elle a tout aujourd'hui, elle a l'agilité sur les pavés, c'est pas aussi donné à tout le monde. Elle fait 4ème de Paris-Roubaix l'an dernier, sur une saison des Flandriennes qui était très costaud, elle fait 4ème du Tour des Flandres aussi. J'attends de voir, je suis très curieux de savoir ce que ça va donner. Marianne Vos sur ses pavés, pour moi, elle s'avance aujourd'hui comme l'une des, voire peut-être la principale favorite de ce Paris-Roubaix, sachant que Paris-Roubaix, est-ce que Pauline Ferrand-Prévot est prévue dessus? Non, peut-être pas directement les Ardennaises, elle. Non, elle part, mais je sais pas si elle repart pas aux Canaries prochainement. Peut-être reparti sur le TID aussi, j'ai vu Demi Vollering y repartir aussi. Demi Vollering et Evita Music. Aussi. Et on en a vu quelques-unes qui étaient sous les neiges en train de repartir en stage pour préparer les échéances qui vont venir. On a parlé de Marianne Vos. Bon, Demi Vollering, très rapidement, on va faire un petit mot pour la FDJ Suez qui fait deux top 10 avec Juliette Labousse 8ème. Elles ont tenté, c'était pas assez dur pour faire la différence. C'était pas assez dur pour faire la différence et je te dis, Juliette fait son effort et je pense qu'elle s'attendait à ce que Demi Vollering puisse contrer, mais elle était un petit peu trop en premier tiers de peloton, même pas de peloton, de groupe de tête, quoi. Mais peut-être pas assez dur le Poggio pour faire une grosse différence, quoi. Noémie Rugg, 3ème, faut qu'on en parle. On en avait parlé après le Tour Down Under qu'elle avait remporté. Noémie Rugg, la championne de Suisse. 23 ans, elle va avoir 24 ans dans quelques jours, là, dans un mois. Elle fait un début de saison canon, vainqueur du Tour Down Under avec une étape. Et elle fait 3ème de la Cadel Evans Race Women. Elle fait 9ème d'Estrade Bianche, 6ème du Binda, 3ème de Bilan San Remo. Reparle-nous un petit peu de celle qui est aujourd'hui quand même la numéro 1 mondiale. Noémie Rueg, écoute, nous c'est une coureure qu'on suit depuis 2021, depuis son passage dans une équipe française. Stade Rochelet, ancien nom de Winspace Orange Steel actuellement. Écoute, qui pour une année dans l'équipe française fait meilleur jeune sur la semaine sur Valence, sur le Tour de Valence. Meilleur jeune, bon tu dis meilleur jeune, ça peut être loin au classement, non c'est 5ème. Et quand tu regardes les 4 personnes devant, il y a forcément 2 noms qui attirent l'œil. C'est Van Vleuten qui gagne cette année-là devant Mavi Garcia. C'est pas trop mal quand tu finis à 2,31 avec dans le temps de la 3ème Catherine Alrude à l'époque. Après, elle part chez Visma où elle a un petit peu plus de mal, j'ai l'impression, s'affirmer dans un collectif où il y a la bosse Marianne Vos. Elle est restée 2 ans avec des résultats un peu moins bons. Et c'est vraiment que depuis qu'elle est partie chez IF Education Hotly, qu'elle recommence à marcher, quoi. Enfin, même qu'elle commence à marcher, elle a que 23 ans, faut pas l'oublier. L'année dernière, elle gagne dès les premiers jours de course à Majorque, de mémoire. Elle gagne le championnat de Suisse, mais de belle beauté devant des Élise Chabet, par exemple. Et là, cette année, elle explose vraiment. Et je pense aussi que elle sera intéressante à suivre sur les Flandriennes. Ce genre d'effort de boss où tu montes en puissance, et puis elle a sa petite pointe de vitesse aussi qui peut l'aider dans un groupe, quoi. Je regarde un peu ses résultats en même temps. Elle a aussi pas mal brillé sur les efforts chronométrés, ce qui est intéressant quand même de voir chez elle, où elle fait notamment championnat d'Europe, elle fait top 10 et vainqueur de son chrono national en 2022. Quand on remonte en 2023, elle fait championne de Suisse du contre-la-montre, top 10 de la course en ligne, 9ème du Tour de l'Avenir, 3ème de l'AG Tour de la Semois. Giro Donné, elle fait 34ème à la 7ème place du classement des jeunes. Non, c'est une fille qui a l'air d'avoir de très belles aptitudes. C'est vraiment en 2024 qu'elle a explosé l'année dernière. Elle fait quand même 7ème des Jeux Olympiques l'année dernière. Ça veut dire aussi qu'elle est capable, on l'a vu avec ce Milan-San Remo, elle termine 3ème, elle a l'intelligence de course pour se placer sur une classique aussi. Puis il y a une équipe qui arrive à bien l'entourer. Alors, moi, l'exemple de Noémie Rueg, quand elle est partie chez Visma, c'est un peu le talent qu'on a tout de suite voulu lancer sur les grosses courses, qu'on n'a pas laissé grandir, voilà. Elle était très bien au Stade Rochelet, où elle a pu faire ses gammes et autres, mais après, elle est peut-être partie un peu trop tôt dans une grosse équipe,
où on l'a mis tout de suite sur des grosses courses avec des grosses courses en World Tour ou à un niveau moindre en points pro. Mais tu vois, c'est le genre de talent qu'on n'a pas laissé grandir. Et on voit à l'AIF, ils ont pris le temps avec elle. Elle fait 7ème des Jeux Olympiques l'année dernière, et puis dans la foulée, bon, elle fait 42e du Tour de France, mais elle va faire 5ème de l'étape de Liège l'année dernière sur le Tour, où c'était une étape sous la flotte, notamment. Et quand tu arrives à faire 5ème de ce genre d'étape, ça va être à suivre, à la fois sur les Flandriennes, ou surtout sur les Ardennaises, quand même pour Noémie Rugg, mais avec sa capacité à bien rouler. On a vu notamment sa 9ème place sur l'Estrade Bianche et sur les parcours un peu accidentés. On va la voir peut-être à la fois sur les Flandriennes et sur les Ardennaises. Intéressant, je voulais qu'on fasse un petit focus quand même sur cette championne de Suisse. À voir qu'elle est très agile sur un vélo. Quand tu vois comment, je sais pas si une coureur en fin de course, comme Milan-San Remo, tu te prends un petit écart comme ça, si tu tombes pas, si t'es pas agile, quoi. Oui, et puis dans la descente du Poggio, il faut avoir une certaine dextérité, malgré le cœur dans la boîte à gants pour arriver à faire une descente correcte aussi. Mais elle fait un peu de cyclocross. Son frère était dans l'équipe de Steve Chenel, Timon Roeg. Donc aussi elle a un petit bagage de cyclocrossman. Donc ça peut aider aussi sur le genre de parcours un peu gras, même où il faut beaucoup d'agilité dans des descentes, quoi. Bon, on va la suivre. La championne de Suisse, Noémie Rugg, pour la suite de cette saison. Je rappelle rapidement, allez, on va dire au moins les filles qui sont dans le groupe de favorites, le top 12 de cette première édition de Milan-San Remo femmes moderne 2025, avec la victoire de VBS devant Marianne Vos et Noémie Rugg, 4e Demi Vollering, la 5e Kimberley Le Courpinard qui encore une fois est arrivée à se placer, la championne de Mauritanie, la protégée de Jackie Durand en Mauritanie. L'île Maurice, pardon. J'ai dit Mauritanie et l'île Maurice, exactement. L'île Maurice, Kimberley Le Courpinard, de l'AG Insurance Soudal Team, elle aussi, intéressante à suivre. Chloé Dagert 6ème, Balsamo 7, Labousse 8, Kopecky 9, Puck Peters 10, Longo Borghini et Ferrand Prévost 11 et 12 pour boucler un peu ce groupe des favorites. Je regarde. Alors, moi, je pourrais dire qu'on pourrait rajouter la 13e aussi. Parce qu'elle se laisse décrocher dans le final parce qu'elle sait qu'elle n'a aucune chance de sprint. Mais Marta Cavalli revient super bien de ses gros problèmes de santé de la saison dernière. Oui, en effet, elle termine à 7 secondes et légèrement décroché. Bon, voilà, dans le final. Lippert et Nivadoma qui font 14 et 15 à une trentaine de secondes et après un groupe de poursuivantes où il y avait notamment Kat Ferguson qui était encore placé dans le final. On en a parlé après le trophée Obinda. Retenez bien ce nom parce qu'on va le voir de semaine en semaine et elle peut nous en claquer une grosse. Kat Ferguson qui est tombée dans la descente du Poggio et qui a eu un court-circuit dans son dérailleur par la suite. Bon, ce qui est plus compliqué pour aller jouer à la victoire. Mais oui, elle était parmi les meilleures dans le Poggio, c'est bien ce que je me disais quand même. Elle était encore dans le groupe au pied du Poggio, elle était encore avec celle qui gagne, quoi. Et elle va derrière faire les Flandriennes jusqu'à Paris-Roubaix et enchaîner aussi sur notamment la Flèche Wallonne. Bon, on va la suivre parce qu'elle va nous en claquer une ou deux cette saison. Ça, c'est sûr et certain. Les Françaises, très rapidement, les Françaises que je me mette sur la bonne case avec Ferrand Prévost 12, Kerbaol 21, Marie Lenette. Bon, après, derrière, on est à plus de 6 minutes avec Marie Lenette, Gladys Verhulswild, Victorie Gilman et Maëva Skiban à 9 minutes. Voilà pour les Françaises qui étaient sur ce Milan-San Remo femmes. On a fait le tour, Julien. Pour parler des cartons jaunes. Tu veux parler des cartons jaunes ? Cédric Kerbaol a pris un carton jaune sur Milan-San Remo. Explique-nous. Suite à un ravitaillement, prise de sillage de véhicule un peu long. Ok, dans les capis ? Entre les capis, ouais. Et j'ai cru voir passer une image dans les capis avec Kerbaol dans les voitures. Donc c'était sur ça, il a pris un carton jaune. Bon, ok. Il y a peut-être plus à faire au niveau des cartons dans les chutes, dans les emballages. Voilà, mais bon. Bon. Ok, bon Cédrine, désolé pour le carton. En tout cas, ça va te faire la suite de la saison. Julien, je te remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Mais avec plaisir, Guillaume. Encore un énorme merci. Et puis, Julien, toi, t'es parti en Belgique, hop, à la frontière. Tu vas pas encore traverser la Belgique, tu vas d'abord avoir une petite zone tampon pour t'acclimater avec le nord de la France. Dès demain, les 15 km qui me séparent de la frontière seront franchis pour aller à Bruges. Parce que les femmes ne courent pas Bruges de Panne le même jour que les hommes. Elles courent le lendemain. Et le temps devrait être peu ou prou le même qu'aujourd'hui. Un petit vent léger, un peu de soleil.
13-14 degrés, c'est bien pour se mettre dans le rythme. Magnifique temps pour les Flandriennes. Il y aura Gandwevelgem le dimanche pour les hommes et les femmes, dimanche, si je me trompe pas. Dès dimanche, ouais. Les femmes après les hommes. Ensuite, après on enchaîne, Dwarzer Vlaanderen, Ronde van Vlaanderen. Ça sent bon les classiques. Ça sent les frites, ça sent la bière, c'est ça que tu as envie de me dire? Ça sent les classiques. On va pas. On va faire attention. La bière à consommer avec modération. Voilà, on va terminer sur ce mot. Sur ce mot sensé, Julien, je te remercie beaucoup. On se retrouve très rapidement. On rappelle Actu Cyclisme Féminin, le site internet et les réseaux sociaux. Et puis Vélo Podcast aussi sur toutes les bonnes plateformes, sur notre chaîne YouTube, ainsi que sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer, Apple Podcast. Mettez-nous 5 étoiles ou un petit like pour nous référencer sur toutes les plateformes. Pour grimper, on fait de très très bons chiffres en ce moment. Un grand merci d'être à l'écoute de Vélo Podcast. Julien, à très bientôt. On se dit pour la préparation du Tour des Flandres. Bah voilà, de toute façon là, tout droit. Quand t'es lancé, c'est tout droit. Là, c'est l'autoroute du bonheur, comme on dirait. Ah bah là, c'est les semaines saintes. Qu'est-ce qu'on aime, l'autoroute du bonheur. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao ciao Julien. À très bientôt, ciao. Allez, ciao, à très bientôt.